Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te rencontrer, de te recevoir, puisqu'on s'est déjà rencontrés il y a quelques temps maintenant. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fondé avec ton associé il y a presque 20 ans, à savoir Aramis Auto. Sans plus tarder, même si j'ai un petit peu introduit notre échange, est-ce que je peux te demander de te présenter autant d'un point de vue perso et pro en nous disant que ce que tu as envie de nous dire? D'accord, voilà. Bonjour et merci de me recevoir. Donc, écoute, Guillaume Paoli, 49 ans, marié, 3 enfants. On a fondé effectivement Aramis en fin septembre 2001, donc ça fait 21 ans maintenant qu'on a créé l'entreprise. Auparavant, j'étais dans une start-up, encore avant chez Unilever pour faire du marketing, et encore avant à l'armée, et encore avant à l'école. À l'armée ? Oui, j'ai 49 ans, j'ai fait mon service national. Ouais. Pendant un an, j'étais officier dans c'est une autre histoire. Ouais, mais tu veux que je te dise, c'est rare en fait. Maintenant, je me rends compte que c'est rare. Ça disparaît. Après, même déjà à mon époque, c'était un choix de le faire. Moi, j'ai toujours voulu. J'ai toujours envisagé. T'as pas 65 ans quand même, donc. Non. C'était pas une obligation. Je fais partie des derniers. C'est pour qui c'était obligatoire. Mais moi, j'ai toujours hésité entre une carrière entre guillemets classique et une carrière militaire quand j'étais jeune, et donc j'ai voulu avoir un aperçu de ce que ça pouvait être. Donc j'ai fait un truc assez sympa qui était j'étais à l'école de cavalerie, après j'étais un chef de peloton de 4 chars, donc c'était une super expérience, mais je pense qu'une carrière militaire, j'aurais été un peu bridé sur certains aspects, mais c'était une super expérience humaine et un beau challenge pour moi, parce que c'était quand même assez demandant. Mais alors attends, parce que je fais un parallèle un peu abrupt, mais à HEC Entrepreneur, formation que j'ai faite, et je suis ravie de l'avoir faite, on a une espèce de session à l'école navale. Ouais. Et du coup, je me permets de te demander, puisque HEC Entrepreneur armée, quel pont tu as fait et quels enseignements tu as pu retirer? La question est un peu bateau, mais je pense que ta réponse sera de toute façon intelligente, mais c'est intéressant de savoir, si tu veux, les enseignements armés, en quoi ils t'ont servi dans le cadre de l'entrepreneuriat. En fait, c'est un métier qui est extrêmement humain. Alors, quand on le voit de l'extérieur, on a tous ces clichés de discipline ultra rigide, etc. Mais quand on le vit de l'intérieur, c'est un métier qui est extrêmement humain. Tout repose sur l'humain, alors en particulier dans l'armée de terre où il y a des gros effectifs, qui est une arme un peu moins technique que d'autres. Et donc, j'ai pu apprendre, c'est une chose que je savais déjà, mais l'importance de l'exemplarité, le fait de ne pas se reposer sur ses premières impressions sur des hommes, voir ce que ça pouvait être quelqu'un de courageux dans des circonstances. Alors évidemment, moi, j'ai pas fait d'opération militaire, mais en fait, quand on s'entraîne, dans certains cas, c'est quand même assez demanding en mauvais français. Donc voilà, donc il y a beaucoup de valeurs d'exemplarité, un attachement sincère des cadres pour leurs hommes. Créer de la confiance, c'est pas évident. Moi, je suis arrivé dans un peloton où j'avais 24 ans. Bon, j'avais fait 6 mois de formation pour être officier, et dans mon peloton, j'avais des sous-officiers qui avaient fait la guerre du Golfe. Donc autant vous dire qu'ils me voyaient arriver. Il me riait pas au nez parce que ça se faisait pas, mais dans mon dos, je savais très bien comment ça se passait. Donc, arriver à apporter de la valeur ajoutée à ces gens-là sur le métier, c'est pas évident, et évidemment, c'est pas moi qui leur ai appris à tirer au canon. Par contre,
on a pu travailler ensemble sur comment accélérer la formation des appelés, comment sélectionner les uns et les autres pour des postes de cadre subalterne. Enfin bon, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment arriver dans un milieu qui vous attend pas, et au contraire qui vous regarde un peu avec dédain au départ. Et donc c'était vraiment une expérience très intéressante, et j'en ai retiré des choses effectivement pour la suite. Alors du coup, comment et pourquoi Aramis ? Alors c'est vraiment né d'une opportunité. Moi, j'étais chez Unilever et j'étais chef de produit, et ça se passait très bien. Simplement, je voyais bien le chemin d'une carrière bien établie, avec assistant chef de produit, puis chef de groupe, puis directeur marketing, puis ceci, puis cela. Carrière qu'on pouvait faire plus ou moins vite, mais à peu près au même rythme, qu'on soit assez bon ou bon. Et donc, j'étais bien, mais c'était trop bien écrit et pas assez d'aventure pour moi. Et donc à un moment, un ami de ma femme m'a contacté pour rejoindre une start-up en 2000. Donc j'ai rejoint, peut-être attiré par ce goût de l'aventure. Et dans cette start-up, j'ai rencontré Nicolas, mon associé. C'était une société qui était franco-asiatique, et on était les deux cadres en Europe, et donc en fait très souvent on mangeait ensemble le midi, et assez vite on a fait le tour de la start-up, et on voulait créer une entreprise ensemble. Donc on est parti d'une page blanche, on a regardé différents sujets, différents thèmes. Lui avait un ami qui était dans le négoce automobile, et on a découvert la distribution automobile en se disant c'est un secteur immense, c'est un secteur extrêmement archaïque d'un point de vue commercial. Que tu aimais à titre perso ? Enfin, tu avais une affinité pour... non. Moi, alors, Nicolas, mon associé, aimait bien les voitures. Ouais. Moi, ça m'intéressait comme tout un chacun, mais peut-être un tout petit peu plus, mais j'avais pas de voiture, j'en avais jamais eu. J'étais pas abonné à l'autojournal ou à ceci ou à cela. Journal de l'auto. Et donc voilà, j'avais un intérêt plus intellectuel que voilà. Ce qui me plaisait, par contre, c'était qu'il y avait beaucoup de marques, il y avait beaucoup de modèles, il y avait beaucoup de technologies, il y avait beaucoup de nouveautés. Et c'est que c'était un secteur B2C. Moi, je voulais faire de la vente à particulier. Et parce que je trouvais ça plus amusant, c'est ce que j'avais fait chez Unilever. La start-up, c'était plutôt de professionnel à professionnel, B2B. Et donc, je voulais faire du particulier. Donc, en fait, on s'est dit, il y a une grosse opportunité sur ce marché-là. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais le digital va rebattre les cartes, et on va essayer des choses. On va essayer d'inventer une nouvelle façon d'acheter sa voiture. Et du coup, vous vous êtes dit, on y va, on se lance... tous les deux, enfin, je suppose que... C'est à peu près comme ça. On a créé la société le 21 septembre 2001, donc 10 jours après le 11 septembre. Ah oui. Donc, c'était pas un moment forcément évident pour entreprendre. En même temps, il n'y a pas grand monde qui entreprenait, donc on peut regarder ça des deux côtés. Et donc, ouais, on est allé comme ça. On avait 20 000 € chacun, et puis on s'est installé dans le studio de Nicolas, qui était à peu près grand comme cette salle de réunion là. Le matin, j'arrivais, on rangeait son matelas dans la salle de bain, et puis on commençait à bosser. Donc on recevait même des clients dans ce studio. Ouais. Donc on n'avait pas trop d'argent, donc le midi on mangeait des pâtes, et puis après il fallait bien aérer parce que les clients trouvaient ça bizarre. Mais ouais, c'était un peu l'époque aventureuse, c'était assez rigolo, mais c'était très amusant. Et en fait, on était un petit peu insouciants, et on nous prenait complètement pour des fous, par contre. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en 20 ans d'histoire, il y a beaucoup d'étapes, forcément, voire quasi quotidiennes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux rappeler les grandes métriques, enfin les grands chiffres d'Aramis, pour que les gens qui connaissent peut-être pas, qui nous écoutent, resituent cette jeune entreprise qui a démarré dans un studio à deux avec une odeur de pâte à la bolognaise, aujourd'hui dans un contexte 20 ans après ? Ouais. Alors, c'est l'entreprise qu'on a fondée donc en 2001. Aujourd'hui, donc on est une société cotée, donc les chiffres que je donne sont tous publics. Notre année fiscale se termine fin septembre, donc le chiffre d'affaires, c'est à peu près 2 milliards. À peu près 2 milliards, ouais, un peu plus. Il y a à peu près 2300 personnes qui travaillent dans le groupe. On est présent dans 5 pays.
On a 65 points de vente. On doit avoir 5 usines de reconditionnement automobile puisqu'on vend des voitures d'occasion reconditionnées. Voilà, une société de croissance avec une mission qui est de proposer une meilleure façon d'acheter sa voiture aux particuliers. Notre ambition, c'est d'être la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture reconditionnée. On est sur un marché qui est très très large, qui est très important pour les gens. La mobilité, c'est fondamental. Et donc voilà. Et puis on pense aussi que les véhicules reconditionnés sont une bonne alternative pour la mobilité des gens, à la fois économique et en termes d'impact. Donc voilà, pour donner quelques chiffres. Ça m'intéressait de faire le switch entre le studio et les chiffres actuels. Juste en termes d'étapes. Introduction en bourse, donc comme tu l'as dit, mais qui est relativement récente. Ouais. Mais les grandes étapes d'Aramis, sans pour autant, on va pas tout détailler, mais si tu veux, toi en tant qu'entrepreneur fondateur et dirigeant actuel, quel est, voilà, si on te parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que tu es quand même pris par le temps, mais si tu avais 2-3 étapes clés, voire un peu plus, mais où tu t'es dit, ok, là on passe un step réel. 4 chapitres, donc premier chapitre 2001-2009, où là on est autofinancé et on vend des voitures qu'on appelle 0 km, qui sont des voitures neuves qui ont été immatriculées, donc qui ne nécessitent pas d'être reconditionnées, avec une promesse surtout sur le prix. Donc on achetait des voitures en surstock partout en Europe, on les revendait en France sur Internet et au téléphone. 2001-2009, on a commencé à 50-50 avec Nicolas. Donc en 2009, on a levé un petit peu d'argent. Je dis un petit peu, c'était 8 millions d'euros quand même, mais aujourd'hui, ça paraît peu pour le levées qui sont faites. À l'époque, c'était pas mal. Et donc, avec cet argent, on s'est lancé dans le véhicule d'occasion. On s'est dit que ça allait être facile. En fait, c'était pas du tout facile. Beaucoup plus compliqué que de vendre des voitures 0 km ou quasi neuves. Donc, on a mis 4 ans à trouver un modèle économique qu'on a nommé véhicule reconditionné en usine. Puisque pour concilier compétitivité prix et très bonne qualité, il nous fallait en fait industrialiser le processus de réparation et proposer des garanties, etc. Donc ça a bien fonctionné. En 2016, on voulait se lancer à la conquête de l'Europe et donc on est reparti dans une levée de fonds. Et à ce moment-là, Peugeot, donc PSA, nous a contactés en disant, écoutez, on vient de sortir une nouvelle stratégie qui s'appelle Push to Pass. On a sauvé la boîte, on a retourné la boîte en 2013, donc là on est en 2016. Et au départ, on était un peu sceptique sur notre capacité de travailler avec un grand groupe. Et finalement, la levée de fonds, on l'a fait avec eux. Donc ils ont investi dans la société. Nous, on a vendu quelque part avec Nicolas. Donc on est descendu à 30% du capital tous les deux. Mais avec un accord très clair où finalement on était pour eux une participation financière plus, c'est-à-dire qu'ils nous soutenaient, on a créé quelques synergies mais pas de dépendance et ils nous laissaient faire notre truc presque. Du coup on s'est développé en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni, à chaque fois en achetant des sociétés. J'ai vu. Car Supermarket au Royaume-Uni, Cardwen en Belgique, Clickers en Espagne. Voilà. Et là, récemment, on a acheté une société en Autriche. C'est ça. Donc, le premier chapitre, c'est tout seul sur les véhicules très récents. Le deuxième chapitre, c'est une levée de fonds, puis les véhicules reconditionnés. Le troisième chapitre, c'est avec Peugeot. Stellantis. Maintenant, Stellantis. Et l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi, on a été voir Peugeot en leur disant, pas encore Stellantis, écoutez, notre secteur, les véhicules d'occasion en ligne, est très très à la mode. Du coup, il y a des sociétés aux États-Unis qui valent énormément d'argent. Il y a des personnes qui copient ces modèles en Europe, qui lèvent beaucoup d'argent. Donc nous, si on veut rester en première ligue, en Ligue des Champions ou en première division, il va falloir qu'on lève des fonds. Donc après discussion avec toujours Peugeot, juste avant la fusion, on décide de faire une introduction en bourse pour lever de l'argent. Donc en juin 2021, on lève des fonds sur le marché de 250 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle une IPO. Une IPO, Initial Public Offering, donc c'est une introduction en bourse sur le marché à Paris, où donc aujourd'hui le capital est réparti de la façon suivante, 60% pour Stellantis, un peu moins de 20% pour les deux fondateurs Nicolas et moi, et le reste et les managers et ce qu'on appelle le flottant, il y a une vingtaine de pourcents. Voilà, donc
ensuite, le marché s'est complètement retourné puisque suite à la crise des semi-conducteurs, à la guerre en Ukraine, etc., les chaînes de production de voitures neuves marchent pas du tout comme avant. Donc, ça fait 3 ans en fait qu'on est à moins 30% de production de voitures neuves. Donc, on a perdu 1 an de production en 3 ans, ce qui a pas mal de bouleversements sur le marché, ce qui a créé de l'inflation, etc. Du coup, on a eu une année un petit peu moins facile du fait de ces vents de face, mais on est toujours sur cette ambition de croissance, d'aller chercher. On a à peu près 1% de part de marché là où on est présent, donc, pour dire qu'on a quand même beaucoup de place pour croître, et avec cette mission de mieux satisfaire les consommateurs. Qu'est-ce que ça implique ? Enfin, la question est un peu bateau, mais d'une part, en termes d'actionnariat, ça a forcément eu un impact, mais toi, dans ton esprit aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique l'introduction en bourse ? Qu'est-ce que ça signifie ? Enfin, je me doute de tout ce que ça signifie en termes de gestion quotidienne, mais en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est un aboutissement ? Est-ce que tu vas pas me dire non, mais est-ce que c'est comment dire ? C'est quoi l'étape d'après en fait, selon toi ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour un entrepreneur, alors déjà il y a plein de parcours. Et donc, il y a des gens qui gardent le contrôle de leur société très longtemps, d'autres qui font venir des fonds d'investissement. Une introduction en bourse, c'est une des voies possibles. C'est vrai que pour l'entrepreneur, l'introduction en bourse, créer une boîte de 0 à l'introduire en bourse, c'est quand même une fierté. C'est quand même assez sympa. C'est comme pour un alpiniste, je sais pas, de gravir une montagne un peu élevée. C'était très intéressant d'un point de vue... alors, on l'a fait, c'est une opération financière, on l'a pas fait pour se faire plaisir. Alors, c'est une opération financière pour lever des fonds. Mais intellectuellement, c'est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'on rentre dans un monde complètement à part, avec que les spécialistes, un jargon bien particulier, un droit bien particulier. Donc, c'était intellectuellement très intéressant. Ce que ça change, il y a comme tout, il y a du positif et du négatif. Bon, déjà, nous, c'est une opération financière, on a levé des fonds. Ça permet de créer de la liquidité sur les titres et de pouvoir intéresser nos collaborateurs. On a proposé à tous nos collaborateurs d'acheter des actions et il y a une part significative qui l'a fait. Donc ça, c'est des éléments positifs. Ça permet en théorie d'aller lever des fonds sur les marchés, même si aujourd'hui, le cours a énormément baissé. Beaucoup dû au fait des conditions de marché, mais aussi un peu des complications qu'on a eues sur le marché automobile. Donc voilà, c'est une gouvernance, ça oblige à faire une gouvernance assez rigide, mais en même temps qui a du sens. C'est-à-dire il y a des comités, les choses sont publiques, donc ça a beaucoup d'avantages de ce point de vue-là. Après, il y a des inconvénients, c'est qu'il y a pas mal de paperasse, il y a pas mal de réglementations à suivre, en plus de toutes les autres réglementations à suivre. Ça prend pas mal de temps de parler aux investisseurs, qui ont besoin qu'on leur explique, qui ont besoin d'être rassurés quand ça va un peu moins bien. Donc il y a aussi des aspects négatifs. Bien sûr. Donc, on l'a dit quand même, le marché du VO qui a été le vent en poupe pendant quelques années. Quel est ton point de vue, on va dire, à vocation large, toi qui aimes le B2C, c'est-à-dire que si demain quelqu'un nous écoute, il ne s'intéresse pas particulièrement à l'automobile, mais essaye de comprendre l'histoire, quelle est ta vision des choses aujourd'hui, tu vois, parce qu'il se passe des choses quand même dans le secteur automobile qui impactent l'économie, donc c'est quand même intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui es dans le secteur depuis 20 ans. Comment tu situes cette crise, comment tu la regardes, et puis surtout, quelles sont les issues selon toi, enfin, vers quoi on se dirige ? Alors, moi je crois qu'il faut toujours un peu se tourner vers ce dont les Français et les Européens ont besoin. Les Français et les Européens, ils ont besoin de mobilité. Il y a 2 Français sur 3 qui vont travailler chaque matin en voiture. 2 sur 3. On ne s'en rend pas forcément compte qu'on est à Paris ou en région parisienne, mais en fait, dès qu'on sort de la petite couronne, c'est 80% des gens vont travailler en voiture, pour simplifier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun qui leur sied, ou parce que c'est plus pratique, ou parce qu'ils ont l'habitude, ou parce que c'est juste ils n'ont pas le choix, quoi. Donc ça, c'est le point qui est fondamental. Je ne vois pas de cas où les citoyens accepteront de réduire leur mobilité. Donc ils auront besoin, on ne voit pas de solution de transport
qui pourrait résoudre, qui pourrait on n'en est pas encore faire à la en sorte... téléportation. Non, voilà. Donc, oui, le plus de vélos, c'est très bien. Plus de transport public, c'est très bien. Plus de covoiturage, c'est très bien. Mais on est sur ce chemin-là, mais ça ne pourra pas couvrir tous les besoins. Donc, il y aura toujours un besoin de mobilité individuelle. On est dans une équation où il faut réduire l'impact sur la planète. Donc, les régulateurs ont décidé que ce serait la voiture électrique. Cette voiture électrique, aujourd'hui, elle coûte très cher, elle ne répond pas aux besoins des clients. Et puis, en plus, en termes d'impact écologique, c'est un autre sujet. Et il y a un débat. Ouais. Bon. En admettant qu'une voiture électrique soit plus vertueuse qu'une voiture thermique, il n'en demeure pas moins que ça reste inaccessible pour la plupart des gens. Ou alors, ça ne couvre pas tous les besoins. Donc voilà, moi ce que je pense qu'il va se passer, c'est que le marché du véhicule d'occasion va être toujours important. Peut-être qu'il va décroître un petit peu, mais là, il décroît en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inflation terrible sur les prix, que les gens sont inquiets pour toutes les conditions macroéconomiques, le prix de l'énergie, l'inflation sur les biens alimentaires, etc. Mais que ça va rester un très gros marché, solide, résilient, et uniquement parce que les gens ont besoin de se déplacer et qu'ils n'ont pas d'autres solutions, et que finalement, une voiture d'occasion, encore plus une voiture reconditionnée, c'est une bonne alternative pour sa mobilité. Donc voilà, après, horizon 2035, plus de voitures neuves thermiques, très bien. Horizon 2050, plus de voitures thermiques qui roulent, ça c'est les projets. Il va falloir que le régulateur orchestre bien entre ça, les zones à faible émission, qui sont privatives de liberté pour certains citoyens. Bien sûr. Il va falloir faire de façon fine pour ne pas se retrouver encore avec des crises sociales qu'on a connues il y a quelques années, quoi. Pour revenir un peu à Aramis, et je suis passée trop vite sur le sujet, c'est 20 ans d'histoire, donc on le rappelle, enfin un peu plus, 21. Quelles sont les étapes en tant qu'entrepreneur que tu as vécues ? Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment, attention je vais parler un peu cash, mais bon, de toute façon maintenant c'est le passé, mais tu as eu le sentiment d'aller dans le mur ? Est-ce que tu as senti une urgence ? Parce que quand on parle, c'est toujours... Avec 20 ans de distance, forcément, t'as lissé un peu l'histoire et c'est normal et fort heureusement. Mais ce que je veux savoir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et du coup, vu l'issue d'Aramis actuelle, j'aimerais savoir, toi, ce que t'as senti comme moment où t'as senti vraiment le bateau tanguer. Alors, nous, on a l'habitude de dire avec Nicolas que... on a eu énormément d'échecs de plein de choses sur lesquelles on a échoué et je pourrais couvrir les murs de choses qu'on a ratées. Et le plus gros truc, ce serait quoi ? Non, mais alors les échecs qu'on a eus, je pourrais en lister plein, mais je vais donner quelques exemples. Donc on s'est trompé, on est allé en Allemagne en 2012 en se disant qu'on allait se développer sur le marché allemand. On a fait des erreurs stratégiques, des erreurs opérationnelles, etc. Au bout de 3 ans, on est sorti, on avait perdu plusieurs millions d'euros parce qu'on avait mal préparé notre coup, on n'avait pas assez bien réfléchi, on n'avait pas bien exécuté. Enfin, on a fait un peu tout à l'envers. Ça, c'est un exemple. On avait lancé une espèce ça s'appelait concession directe, et l'idée, c'était d'aider les concessionnaires à vendre des voitures sur Internet. Mais on n'a jamais trouvé un modèle de marge qui faisait que c'était une activité pérenne. On a mis trop de temps à s'entourer de gens qui avaient la capacité de faire grandir l'entreprise. Enfin, des erreurs, on en a commis plein. Donc ça, c'est des erreurs qu'on a fait nous. Après, des événements de marché ou extérieurs qui nous ont gênés beaucoup, il y en a eu. Donc, on a eu un moment des discussions juridiques un peu compliquées avec un constructeur, mais c'était il y a très longtemps maintenant, il y a 17 ans je crois, qui ont été vraiment compliquées, qui auraient pu nous causer des problèmes. On a eu la crise financière de 2008, on a eu le Dieselgate, qui nous ont causé pas mal de problèmes. Aujourd'hui, on a cette crise de... Donc des crises et des problèmes, on en a eu plein. Mais moi, ce qui me sidère, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, tu vois, ou en tout cas à réagir vite face à une erreur, on va dire stratégique. Mais c'est quoi tes ressources ? Parce que alors, ok, il y a l'armée, mais bon, c'est pas que ça, tu vois. Non, mais je pense que quand on veut être l'armée, c'était une expérience comme une autre, mais
Effectivement, il y a un point, quand on est entrepreneur, il faut avoir une capacité de résilience. Mais c'est ça, c'est le truc de ne pas lâcher. Il faut pas lâcher, mais en fait, c'est une discussion qu'on avait eue là quand on était en Allemagne avec quelqu'un qui nous mentorait. Donc c'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est important de se faire bien entourer, de se faire entourer, de voir des gens régulièrement qui ont de l'expérience. Mais il y a une limite qui est assez fine entre obstination et résilience. Il y a un moment où on est résilient et puis il y a un moment où on est dans l'obstination. Et si on ou ténacité et conneries. Voilà, donc il y a un moment, il faut savoir dire. Et donc, une des façons de faire, c'est de se dire, bon, je m'engage dans tel nouveau projet ou telle nouvelle initiative. Mais je sais m'auto-stopper. Je mets à l'avance un cadre ou des jalons qui font que si jamais je n'atteins pas ces jalons ou que, au contraire, je dépense plus que X, et bien dans ce cas-là, c'est très important ce que tu dis. Ouais. Et quand on a commencé en 2001, donc moi j'ai été chassé par plein de boîtes, pas exagéré, mais par une ou deux boîtes, et j'ai eu des propositions intéressantes. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et puis au début, ça marche pas. Quand tu lances un truc, ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu lances un truc, ça ne marche pas. Enfin, moi, je connais très, très, très peu d'entrepreneurs qui ont lancé un truc. Qui marche. Ça marche. Par exemple. Sauf un resto à la limite, mais c'est tout. Non, mais alors, pardon, un entrepreneur sur un secteur qui est. Voilà. Ou qu'on n'a pas forcément besoin. Par exemple. Et puis surtout, vous avez créé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut on a créé quelque chose de nouveau. Vous partiez de. Enfin, vous partiez de. Voilà. Il n'y avait pas de précédent. Non, pas vraiment. Mais bon, voilà. Donc, au début, ça marche pas. Donc, il faut être résilient. Mais il y a un moment. Et alors, on est tenté de faire plein d'erreurs. Par exemple, se disperser en disant le truc que j'avais prévu, ça marche pas. Donc, je vais essayer ça. Je vais essayer ça sur les côtés. Mais en continuant le truc principal. Donc, ce qui fait qu'on essaie de faire plein de trucs à la fois. Et ça marche pratiquement jamais. Enfin, nous, ça n'a jamais fonctionné. Donc, voilà. Il y a. Oui, c'est ça. C'est qu'on peut quand même dire que tu n'as jamais vraiment changé de modèle économique. On n'a pas changé. T'as rajouté à ton. On a rajouté les véhicules d'occasion qui font l'essentiel de notre activité aujourd'hui. Mais de toute façon, nous, l'objectif, c'était proposer aux clients une meilleure expérience d'achat de voiture avec des prix compétitifs et une super expérience. C'est ça, mais ça n'a pas bougé finalement. Ça n'a pas bougé. Voilà. Mais ça n'a pas toujours. Donc voilà. Donc après, la technologie nous a aidés à proposer cette expérience-là. Et t'as gardé ça quand même en vision. En fil rouge, ouais. D'accord. Question un peu plus perso pour le coup. Comment tu vois ton avenir déjà en tant que, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur français? C'est-à-dire que là, je parle vraiment hors secteur auto, tu vois. J'aimerais t'entendre sur le contexte que traverse actuellement la France, en sachant que, bien entendu, tu es au premier chef concerné par l'économie, mais voilà, quelle vision tu as sur ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui? Écoute, je pense qu'on est, y a un certain nombre de crises qui se superposent, qui s'accumulent, mais finalement, quand tu regardes, il y a jamais eu de période où moi je vois deux gros sujets. Je vois le sujet des fractures internes et des inégalités ou des inégalités perçues. Et l'autre sujet, c'est le changement climatique. Bon, le changement climatique, on sait à peu près tous à quoi s'en tenir. Et après, tout ce sujet de fracturation des sociétés qu'on voit en Europe, mais aux États-Unis également. Donc ça, c'est des sujets d'interrogation au titre comme citoyen. Après, l'économie, oui, on est dans une situation où il va y avoir une baisse de la demande, on retrouve de l'inflation, ça existait avant. Il y aura sans doute une récession l'année prochaine, au moins en Allemagne. On en a connu d'autres avant. Il va falloir la jouer fine, parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre budgétaire. La France est extrêmement endettée. Donc, il y a sans doute un certain nombre d'équilibres à retrouver, qui passeront peut-être d'ailleurs par revoir les taxes et les impositions, parce que pourquoi pas. Donc voilà, j'ai un peu gloubi-boulga là, mais globalement, beaucoup de crises se superposent, quand même une capacité à s'en sortir. Non, mais c'est intéressant de savoir que toi, tu penses qu'il va y avoir une récession obligatoire. Hein. Là, je vois pas trop comment on va y échapper l'année prochaine. Alors, peut-être pas en France, mais c'est la récession, il y a un élément technique, il faut on est là, deux trimestres d'affilée, ou 3, je sais plus. Ouais. Mais oui, on va avoir quelque chose qui ressemble à une récession.
est-ce que tu aurais un coup de cœur récent et un coup de gueule? Coup de cœur, ça peut être n'importe quoi. Enfin, je sais pas, une série. Mais je pense pas que tu aies le temps de regarder des séries. Si, ça m'arrive. Ça peut être aussi, je sais pas, une rencontre, quelque chose qui concerne ton boulot au quotidien. Enfin, ça peut être tout. Écoute, un coup de cœur récent, je vais pas préparer. Non, mais j'ai le truc qui a surgi tout en haut de ma tête. J'ai fait un voyage aux îles Féroé la fin août. Magnifique. Et j'ai adoré ce voyage parce que c'est des paysages un peu romantiques, nostalgiques et qui romantiques au sens romantique allemand, hein, pas au sens fleur bleue et tout ça, et qui correspondent bien à ma personnalité. Donc ça m'a beaucoup plu. Et un peuple vraiment intéressant avec qui on a un petit peu échangé quand je suis allé quelques jours. Donc ça, c'est un peu le coup de cœur. Le coup de gueule, c'est un coup de gueule récurrent. C'est toujours un peu, c'est toujours facile de taper sous le gouvernement et il y a toujours des choses. Je trouve qu'il y a quand même des choses bien qui sont faites, mais c'est un peu fatigant de voir. De les voir parfois tomber toujours dans les mêmes écueils. Par exemple, l'histoire là de la crise sur les raffineries, etc. On nous dit pendant 3 jours, on va rassurer le bon peuple en disant tout va bien se passer, endormez-vous. Et puis après, oulala, tout va mal, vite, on s'en occupe, attention, on prend les grands mots, etc. Donc c'est toujours un peu fatigant. De monter, descendre. Ouais, l'espèce de manque d'anticipation un peu permanente. Et dans mon secteur, l'automobile, on l'a vu pendant des longues années. J'avais écrit une tribune dans Le Monde qui disait... j'avais écrit une tribune qui avait été reprise par Le Monde qui disait les Français ont besoin d'une feuille de route claire. C'était 8-9 mois avant la crise des Gilets jaunes. Parce que, en fait, nous, on n'y comprenait plus grand-chose. Il y a eu des années, par exemple, en 3 mois, le système de bonus-malus avait changé 3 fois. Donc, nous, on n'y comprenait plus grand-chose. Nos commerciaux non plus. Les clients, ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien du tout. Et c'est juste un exemple. Ce n'est pas l'exemple le plus intéressant. Mais bon, on a l'impression qu'il y a un manque d'anticipation, de planification. Dans mon secteur, par exemple, les bonus-malus, pendant 3 ou 4 ans d'affilée, on nous a dit, ben voilà, on va avoir un système de bonus-malus autofinancé. À la fin de la première année, ça perdait 300 millions. Ah ben voilà, on a compris, on va changer, on va remonter les malus, on va baisser les bonus. À la fin de l'année, ça perdait encore 200 millions. Vous savez, mais si c'est comme ça dans tous les secteurs, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le coup de gueule, c'est un peu, je trouve, parfois, de la part de ceux qui nous gouvernent, une espèce de manque de lisibilité, de planification. Peut-être qu'il faudrait plus décentraliser, peut-être que, je sais pas. J'ai pas les solutions, mais c'est juste, tu m'as demandé un coup de gueule. Voilà. C'est très clair. Et après, j'ai ajouté une question depuis que je suis devenue maman. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 22 mois. Félicitations. Merci. C'est un conseil de parents. Quand j'ai des profils exceptionnels devant moi, je ne peux pas m'empêcher de les solliciter sans pour autant parler de leur vie privée, tu vois. Mais le fait que tu sois parent, c'est civil. Hein, donc, surtout papa de 3 enfants. Mais est-ce que tu aurais des conseils ou même une pensée ou quelque chose, tu vois, à dire sur ton axe père de famille? Alors, je me suis toujours bien gardé de donner des conseils en parentalité. On m'a déjà C'est peut-être un retour d'expérience aussi, ça peut être ça. On m'a déjà, c'est arrivé quand même que moi d'ailleurs j'ai déjà pris des conseils et on m'en l'a déjà modestement demandé. Mais puisque tu me poses la question, non, une chose que nous on a bien veillé à faire, sachant que on a la chance d'être dans Moi, je viens d'un milieu français moyen plus. Voilà, mon grand-père était contremaître, l'autre grand-père était militaire et mon père était ingénieur, et ma mère instit. Donc français, tu vois, moyen plus en termes de CSP. Et nous, on a eu la chance, évidemment, chez une entreprise qui fonctionne bien, de pouvoir bien vivre. On a toujours fait bien attention à faire en sorte que nos enfants, se retrouvent dans des contextes avec d'autres enfants qui avaient peut-être moins de facilité financière, etc. Donc, par exemple, nous, mais il y a plein d'autres façons de faire. Hein. Nous, on les a mis au scout. On habitait à Clamart, qui est une ville assez mixte. Je suis né là-bas. À Clamart, une ville assez mixte. Et du coup, ils étaient avec des copains qui n'avaient pas forcément les moyens de partir en avion. Voilà. Donc, nous, on a fait attention à ça parce que
parce que dans notre situation, c'était important pour nous qu'ils voient aussi la vraie vie des gens. Ouais. Mais bon, voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Non, mais c'est super. Guillaume, je te sais très très pris. T'as un gros agenda, donc je te remercie 1000 fois d'avoir participé au podcast. Merci à toi. Et je te souhaite une belle route pour la suite. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.